Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité. Aracaille, l'émission évidemment, qui sera consacrée aujourd'hui, ce 22 décembre, c'est mieux que 22 les flics, quoique, à Marc Chagall, chez les Ch'tis, voyez-vous, où nous sommes allés avec ma camarade Picaco, la semaine dernière. Ça se passait quel jour? C'était vendredi. C'était vendredi dernier. Non, jeudi dernier. Jeudi dernier, vous vous rendez compte, elle est plus jeune que moi, elle a des trous de mémoire, et ça m'éclate. Bon, jeudi dernier, on est allé donc en autocar, en autobus, mégabus, pour un prix dérisoire, quelques thunes. Je le conseille à tous nos auditeurs, auditrices, auditeurs, qui veulent se payer c'est d'y aller, hein. Et nous on y est allé pour Lille d'abord, où on a été rencontrer une artiste dont on vous parlera à la rentrée. Jusque là c'est secret, hein. On dit rien du tout pour vous faire marronner. Et puis de Lille on est allé donc à Tourcoing, au Meupas, pour voir les tapisseries du camarade Chagall, des trucs géants dont va vous parler Piquet-Cou, qui adore les tapisseries de Chagall. Et puis, on s'est fait un petit gastos, mais comme il était tard, il était 2h de l'après-midi, on a eu droit qu'à des sandwichs à l'abbaye. Bon, c'est triste. On aurait pu se taper la cloche à Roubaix, à l'Hacienda, ou alors à Lille, à la Rumeur, mais bon, on est passé à côté. Voilà, on vous parlera de tout ça, surtout de Chagall. Alors, une partie sur les tapisseries, évidemment, du Bouba, et l'autre partie sur la piscine à Roubaix, où on est allé aussi en revenant, en métro, avec le métro du Nord, hein, c'est un sacré truc vachement rigolo, tout petit. Et à Roubaix, on a vu donc les peintures de Chagall et la musique. Voilà, on a fait une journée Chagall. Hein une petite citation pour la route. Alors, je rappelle aux auditrices, aux auditeurs d'Aracaille, une petite, un petit truc qu'on me dit au début, hein, j'oublie tout le temps. Un regard en marche sur l'art, c'est ce que cette émission essaye de faire passer, et une dénonciation des sales coups de la politique politicienne. Voilà. En suivant une citation, justement, de Marc Chagall, écoutez bien, ça vaut son pesant de cacahuètes, comme on dit dans le beau monde. Est-il possible qu'on ne me donne nulle part au moins une tasse de thé? Est-il possible que je ne trouve jamais quelque part un bout de pain sur un banc ou sur une borne? Il arrive souvent qu'on laisse un morceau de pain enveloppé dans du papier. Je trouve ça sublime. Parce que bon, Marc Chagall n'a pas toujours été riche, hein, c'était un immigré russe. Dans une période où bon... C'est-à-dire que l'immigration, ça date pas d'aujourd'hui en France. Il y a eu des périodes avec les Russes, les Polonais, les Italiens, les Espagnols, les Portugais, les gens d'Afrique noire, les gens d'Afrique du Nord, etc., etc. Mais ça dure depuis belle burette. Hein, voilà. Alors que les gens qui se trouvent étonnés de voir des immigrés aujourd'hui révisent un petit peu leur histoire de France, l'histoire des colonies françaises surtout, la grande période de la colonisation où il y avait vraiment un échange continu d'immigrés. Voilà. Tout de suite, eh bien, Piquet-Cou va s'y coller après une pause. Ah non, après la pause musicale, c'est le presse-papier. Ouais. Moi, je vous dis bonjour à tout le monde. Je vous précise que Robert vient de signer en contrat avec Air France. C'est pour ça qu'il a été obligé un peu de travailler sa voix. Il s'est fait remonter les bretelles au test et on lui a dit on vous embauche, mais à condition de mettre un bémol sur votre voix, quoi. Voilà, donc je rappelle le numéro du studio, le 01 43 71 89 40 pour nous joindre pendant les pauses musicales. À côté de son âne, sur un sentier de terre, un très vieil homme marche, pieds nus dans ses sandales, et c'est en Palestine, et ça n'est pas hier, non c'est ce matin même, dans les collines pâles. Regarde bien, dit-il, cette route qui passe, à 2 pas large et lisse, et s'en va où je vais. Elle n'est pas pour moi, ni pour ceux de ma race,
à des chemins d'exil, nous sommes condamnés à des chemins pierreux par la loi des soldats qui font une prison de mon pauvre pays, qui bâtissent des murs et ne me laissent pas aller jusqu'à mon champ, tirer l'eau de mon puits. Regarde bien, dit-il, dans l'or de la vallée, le père de mon père et son père avant lui, patient, pareillement, élevait l'olivier. J'ai fait ce qu'il faisait, mon fils m'aurait suivi, mais bardé de fusils, des flammes plein les yeux, des hommes sont venus, implacables, hurlant, cette terre désormais nous appartient, va-t'en. Me voici l'étranger, le malvenu, le gueux. Regarde bien, partout monte leur forteresse, où que le regard porte, blanche sur le ciel bleu, le fou qui s'en approche, il le tue, il le blesse. À croire que le soleil et le vent sont à eux. Sur le chemin montant, le vieil homme s'arrête. Ils ont les bulldozers, les blindés, les canons. Je n'avais que ma sueur, ma bête et ma charrette, et mes seules mains pour défendre ma maison. Ils ont le feu du ciel, les bombes et le vacarme contre l'acier brûlant. Que peut un cœur qui bat, et je n'ai plus de toi, et je n'ai plus de larmes, mais suis encore debout. Et je resterai là. Le vieux ajoute encore, et c'est aujourd'hui même, avant de s'en aller, sans plus se retourner, avant de disparaître, au tournant du sentier, quand tu retrouveras au loin les gens qui t'aiment, offre-leur de ma part des paroles de paix. C'était Michel Buller en Palestine. Oui, en Palestine, je vais vous en parler une fois de plus. Voilà, à propos d'une des dernières pétarades puantes du CRIF, concernant l'exposition de Médecins sans frontières, une exposition consacrée au quotidien des Palestiniens en territoire occupé. Voilà, le Médecins sans frontières, on peut pas les soupçonner des extrémistes antisémites, mais bon, pour le CRIF, tout ce qui met en cause ou tout ce qui montre ce qui se passe en Palestine, oui, ce que les Israéliens font subir aux Palestiniens, c'est de l'antisémitisme pur et dur. Alors donc, ce Conseil représentatif des institutions juives de France demande à la mairie de Paris de mettre fin à cette installation de l'ONG Médecins sans frontières sur la vie des Palestiniens en la qualifiant d'apologie du terrorisme. Voilà. Présentée jusqu'au 23 décembre, puis du 5 au 17 janvier à la Maison des Métallos, elle a pour cadre une programmation plus large intitulée Focus Palestine, présentée sous cette phrase: entre ceux qui sont désespérément faibles et ceux qui disposent d'une force militaire presque illimitée, comment rester neutre et se prétendre humaniste? Voilà. Ça, c'est le versus MSF.
Selon le communiqué du CRIF, l'exposition constitue une incitation à la haine, une apologie du terrorisme. Et ils ont le culot d'ajouter « Nous pleurons encore 130 morts, mais pour MSF, les terroristes sont des martyrs », écrit son président, le bien mal nommé Roger Kierman sur Twitter. Choquant. Le responsable de l'organe de représentation politique de la première communauté juive d'Europe a protesté par courrier auprès d'Anne Hidalgo, on sait bien Anne Hidalgo, et sa plage, Tel Aviv plage, la maire de Paris. Nous pleurons encore 130 morts, mais pour les MSF, les terroristes sont des martyrs. Choquant. Des accusations inacceptables, répond MSF, le président de Médecins sans frontières. Mégo Terzian indique à l'AFP comprendre et accepter que l'exposition puisse faire l'objet de critiques. Elle ambitionne de rendre compte d'un point de vue humanitaire les difficultés quotidiennes des Palestiniens sous occupation israélienne, explique-t-il. Un parti pris dont nous connaissons le caractère controversé. Pour autant, le responsable de l'ONG estime que le président du CRIF a perdu le sens de la mesure et des responsabilités. C'est pour la première fois que je pense que on a d'autres choses en mémoire. Pour Mégo Terzian, ces accusations sortent du cadre d'un débat d'opinion et sont inacceptables. Depuis la fin des années 80, les équipes de Médecins sans frontières tentent de soigner les blessures physiques et psychologiques des Palestiniens dans la bande de Gaza en Cisjordanie. Témoins directs de la brutalité de l'occupation, elles sont tiraillées en permanence entre le souci d'en atténuer l'impact insoutenable sur la population palestinienne et leur impuissance à rompre ce cycle interminable de violence et de répression. Cette installation conduit le visiteur au cœur du quotidien des Palestiniens pour mieux comprendre la violence continuellement subie, une vie en sursis entre deux guerres. À travers un parcours, vous êtes immergé dans plusieurs espaces faits de photographies, objets et témoignages sonores. En plongeant le visiteur dans le quotidien des patients et collaborateurs de MSF, à partir d'enregistrements sonores, de témoignages filmés de photos, l'installation exprime le refus de contribuer à banaliser l'inacceptable. Voilà. J'ajouterais tout brièvement qu'il y a en Israël une organisation, une association d'anciens militaires israéliens qui critiquent, mais qui critiquent d'une manière argumentée, puisqu'ils sont d'anciens militaires qui ont eu un comportement comme tous les militaires israéliens d'occupants, pour dénoncer toutes les manquements, si vous voulez, tout ce que fait subir l'armée israélienne aux Palestiniens, et évidemment, ils sont pas très aimés des gouvernants. On peut le comprendre, mais ils ont du courage en tout cas. Je me souviens, j'ai plus le nom en tête de cette organisation israélienne d'anciens militaires qui critiquent d'une manière même sérieuse les actions justement de l'armée en Israël, voilà, et en Palestine. Ok. J'en perds la parole. Et puis tout de suite, un petit truc un peu plus drôle, enfin parce que ça n'est pas en jeu des vies, mais une œuvre d'art par immeuble, les promoteurs s'engagent avec le ministère de la Culture. Et là, on s'esclave. Voilà où je me suis esclaffé. Acquérir une œuvre d'art pour chaque construction ou rénovation d'immeuble et l'installer dans le bâtiment, cet engagement original a été pris mercredi par 13 poids lourds de l'immobilier signataires d'une charte, un immeuble, une œuvre avec le ministère de la Culture. Attendez la suite. La charte a été paraphée par Accor, Ardian, BNP Paribas, Real Estate, Bouygues Bâtiment, Île-de-France, Soderif, BPD Marianne, Compagnie de Falsbourg, Effifage Immobilier, Emerige, Cécina, Inès France, Ogic, Pitch Promotion et Vinci Immobilier. Voilà tous ceux qui saccagent le paysage. Selon le ministère, environ 1 millier d'œuvres pourraient être ainsi commandées ou installées chaque année dans les immeubles. Je ricane encore. Apporter l'art dans la vie, dans le lieu le plus quotidien qui soit, ce lieu où l'on réside, ce lieu où l'on travaille, ce lieu où l'on est de passage, c'est l'ambition d'un immeuble, une œuvre, a déclaré la ministre de la Culture, Flore Pellerin, lors de la signature. Selon la charte, ces entreprises,
immeubles ou les programmes d'immeubles qu'ils mettent en œuvre. Alors attendez, non, pour ces entreprises s'engagent à faire appel à une artiste par commande ou à acheter une œuvre existante. Pour les immeubles ou les programmes d'immeubles qu'ils mettent en œuvre. Et ce, quelle que soit la taille du programme, pour effectuer leur choix. Alors là, c'est là qu'il faut vous accrocher au rideau. Artistes rapinos ordinaires. Pour effectuer leur choix, ces entreprises pourront faire appel à l'expertise des services du ministère. Alors, c'est là que ça commence à devenir vraiment craignos. Notamment celle des FRAC. Et alors là, on est vraiment dans la gadoue, je vous préviens. Fonds régionaux d'art contemporain. Je signale fonds régionaux et d'art contemporain. Ça vous dit tout de suite où on est. Beaucoup de ces acteurs de l'immobilier ont en effet des filiales décentralisées. Et les FRAC, il y en a dans toutes les régions. Les entreprises prendront en charge les coûts de production et d'installation de l'œuvre commandée et veilleront à une juste rémunération de l'artiste. La galerie ou le représentant de l'artiste, s'il en a, seront associés. Alors là, cramponnez-vous encore plus. On arrive à la cerise sur ce gâteau de merde. Un comité stratégique, j'aime bien le terme, un comité stratégique, on est en pleine guerre là encore, chargé de délivrer le label Un immeuble, une œuvre, réunit les premières entreprises signataires, 2 représentants du ministère qui n'y connaissent absolument rien, et 3 personnes qualifiées qui n'y comprennent non plus rien du tout, nommés pour 3 ans. Florent Pellerin a choisi le président du Palais de Tokyo. Alors là, je me marre. Jean Deloisy, l'artiste Fabrice Hibert, voyons, un bol institutionnel, et la galerie Marion Papillon. Les premiers projets retenus feront l'objet d'une exposition au Palais de Tokyo, début 2017. À cette occasion sera remis un grand prix, un prix de l'émergence et un prix du public. Voilà, on est en pleine foirade, en pleine tout ce que vous voulez. C'est la combinaison institutionnelle qui se met en route, encore une fois. Et alors, tous les crèves la faim du pinceau, là, comptez pas avoir de commande, à moins d'avoir un pote architecte maqué avec un promoteur. Mais, voyez, avec le Palais de Tokyo dans le cou et puis Hibert à la rescousse, vous n'êtes pas sortis de l'auberge, les mecs. Hein. Dommage, parce que l'idée est bonne. L'idée est bonne, mais seulement elle est récupérée évidemment par l'institution. Et quand on sait que l'institution, c'est elle qui choisit en fait les artistes, alors on a des questions à se poser. Hein. Ouais. Bon moi je vais continuer un peu à mes dénonciations là d'abomination suite aux perquisitions de notre état d'urgence. Très bien. Ouais, c'est bien, mais c'est fatigant parce que ça fout le blues à chaque fois. C'est ça, c'est surtout déprimant. C'est complètement déprimant. Donc voilà, là j'étais sur le site en fait de l'Observatoire de l'état d'urgence à Toulouse. Donc voilà ce qu'il raconte. C'est 2 jours après les attentats. Donc en fait l'état d'urgence n'était pas encore voté. Hein. Dans le quartier du Mirail à Toulouse, en pleine nuit, une explosion à la porte du domicile de Hassan. Hassan, il est là, il vit avec ses enfants qui ont 3, 4 et 7 ans. Donc il se précipite à la porte, il n'a même pas le temps de s'habiller. Et en fait, il est immédiatement plaqué au sol, menotté dans le dos et maintenu au sol. Et une semaine après cette perquisition musclée, Hassan garde encore quand même des traces de coups, des coups qu'il a reçus. Hein. Donc des nombreux coups de pied des 2 côtés. Chaque nouveau policier qui entrait dans l'appartement participait à ce rouage de coups. Oh là là. J'avais même une trace de semelle de chaussure, nous dit Hassan en désignant sa poitrine. Et les policiers n'arrêtaient pas de dire 129 en frappant, 129 morts, voilà, pour 129 morts. Voilà, c'était le nombre des victimes donc des attentats de Paris. Et un policier hurlait, je vais te tirer dessus. Alors bien sûr, les enfants sont là, sont à côté, ils assistent à tout ça. Hein. Il y en a un qui est caché sous une couette, un autre qui pleure. Et en fait, forcément, après, c'est des enfants qui vont aller voir les psychologues scolaires. Hein. Et Hassan, en fait, comme de nombreux perquisitionnés, il est ciblé sur des critères racistes. C'est un papa qui s'occupe seul de ses 3 jeunes enfants. Il a une vie assez simple. Il fréquente peu de gens dans le quartier. Il est inconnu des services de police et la police a simplement envie de s'informer sur lui. Et donc, comme c'est cet état d'urgence, toute modif recevable d'un point de vue judiciaire est facultatif. Donc, il s'agit autant de faire du renseignement que d'envoyer des signaux musclés, forts. Quoi. Et la présence des enfants n'arrête pas du tout les policiers. Ils veulent au contraire montrer qu'ils sont chez eux, chez Hassan.
Et sous prétexte de chercher des armes, les policiers vont en réalité saccager l'appartement. Ils vident les étagères, ils cassent le cadre du lit. Une télévision également reçoit 7 coups. Voilà, quel besoin effectivement se demande Hassan de tout casser comme ça. On va pas montrer que les policiers prennent leur marque chez lui, quoi. Qu'ils ont des droits sur lui et qu'il va payer pour les attentats avec lesquels il n'a absolument rien à voir. Un chien ensuite est lâché dans l'appartement parce qu'il recherche de la drogue et des armes. Et parce qu'il y a la brigade des stupes qui participe à ça également. Et pendant une grande partie de la perquisition, ils ont même refusé qu'Hassan puisse mettre un sous-vêtement, alors qu'il l'a demandé à plusieurs reprises. Ils l'ont simplement laissé s'habiller pour aller faire une mise en scène de photos en bas de l'immeuble. Il n'y a rien de plus humiliant que de laisser quelqu'un tout nu comme ça, quoi. Et une fois la perquisition terminée, les policiers emmènent Hassan en bas de l'immeuble. Et là, il y avait une Clio blanche de la Dépêche du Midi. Et en est descendu un homme habillé de noir et cagoulé, équipé d'un appareil photo. Et ils ont organisé une séance photo. Ils ont menotté Hassan pendant 20 minutes sous les fenêtres des voisins. Des projecteurs éclairaient la façade de l'immeuble. Et en fait, comme il porte la barbe, il a eu l'impression effectivement d'être choisi sur de ses critères physiques. Il est arabe, il est grand, sportif. Et donc ils ont fait des photos. Et une fois le spectacle terminé, les policiers sont remontés avec lui dans l'appartement, puis sont partis 10 minutes plus tard. Et aucune charge n'est retenue contre lui, il n'a même pas été amené en garde à vue. C'était vraiment. Et en assistant, un papier lui a été montré. Selon ce policier, c'est un ordre de perquisition de la préfecture. Donc en fait, cette opération, effectivement, donne quand même l'impression de servir à produire des images pour les médias. Et médias complices. Complètement complices. Et dans une vidéo de la Dépêche, filmée lors de la perquisition, les policiers posaient tout fiers avec leurs mitraillettes en bas de l'immeuble. Alors malgré les bleus, les éraflures, la mâchoire gonflée, Hassan ne s'est pas fait examiner par un médecin. Il a plutôt envie de tourner la page. Et ce n'est qu'un mois après la perquisition qu'il a quand même commencé à redormir un peu tranquillement. Mais sa fille, qui a 7 ans, effectivement, prend peur à chaque fois qu'elle voit des hommes habillés en bleu. Comme elle dit, elle a peur qu'ils reviennent. Et c'est à peu près traumatisant, quoi. Et une fois le raid parti, que reste-t-il? Effectivement, la crainte de voir quand même le regard des gens autour changer, cette rage d'avoir été agressé et un besoin quand même d'avoir une innocence reconnue. Mais là, je suis un peu étonnée de la réponse de l'avocate qui dit à quoi bon poursuivre? C'est l'État, ils ont tous les droits, puisqu'ils n'ont rien trouvé. Hassan demande quand même des excuses du raid ou l'avocate, mais visiblement, elle n'a pas envie de poursuivre plus loin la démarche. Oui. Il y a peut-être une question de sous aussi. Probablement, parce qu'ils ne sont pas gratuits, c'est gland. Alors, ce que dit Hassan, c'est qu'il avait du respect pour la police. Le raid, c'est censé être le summum de la police. Il sauve des vies. Mais des gens qui viennent, qui battent, qui cassent gratuitement, c'est des racailles. Voilà, il craint aussi que parler l'empêche de trouver un emploi plus tard dans son métier. Et après cette séance de photos, il a été quand même reconnu dans tout le quartier et il a taillé sa barbe. Son père, qui est âgé, lui a demandé quand même de tailler sa barbe. Et des voisins sont venus lui témoigner aussi quand même de sa sympathie, mais Hassan dit qu'il n'ose plus aller à la mosquée de peur qu'il revienne. Et donc cette même photo a été utilisée abondamment par des sites d'information plus ou moins sérieux. Et elle sort quand on fait la requête attentat ou islam radical. Voilà, quand on cherche ça sur Google, cette photo apparaît. Donc une photo tronquée. Et voilà, cette photo a été reprise par de nombreux médias, y compris à l'étranger. Donc voilà, ça c'est ce qu'on peut lire sur l'Observatoire de l'état d'urgence Toulouse. Il y a deux témoignages. Le deuxième est aussi terrible que celui-là. On revient dans les mêmes de coups, de menottage, de frappes au sol, enfin de tout casser dans l'appartement. Avec un photographe de la Dépêche du Midi aussi. Non, pas dans l'autre cas. Non. Et alors moi, quand je lis ça, en fait, ça me fait penser à... J'ai écouté sur France Culture une petite émission qui est le matin, j'ai écouté un podcast, c'est à 6h du matin, Un autre jour est possible. C'était après les attentats, c'était un ethnopsychiatre qui s'appelle Toby Nathan, qui essayait de revenir un peu sur ce qui s'était passé. Et il parlait en fait d'une politique de la terreur, une politique de la terreur que voulait instaurer Daesh, justement.
Et je trouve que toute son analyse, on peut complètement la mettre maintenant sur ce que fait l'État français par rapport aux musulmans. C'est-à-dire que il dit qu'en fait, dans cette politique de la terreur, ce qu'on veut, c'est aussi que les gens, faire peur à toute cette communauté musulmane. C'est-à-dire qu'ils savent très bien qu'ils vont rien trouver chez les 3/4 des gens, mais en médiatisant de telles horreurs, en fait, ça fragilise justement toute la communauté, quoi. Et là, ces gens sont ciblés pas en tant qu'individus, mais plus comme appartenant à un groupe. Voilà. Et Toby Nathan dit qu'effectivement, une fois que la terreur intervient, on est complètement immobilisé. Enfin, on peut plus rien faire, quoi. Bien sûr, oui, voilà. Alors, ce qui peut se passer effectivement sur une population qui est touchée violemment par des attentats, mais également par des gens après qu'on cible anormalement, quoi. Bien sûr. Et ça, toi, t'es trop jeune pour avoir connu ça, mais ça rappelle étrangement la guerre d'Algérie et les conditions qui étaient faites aux musulmans qui habitaient en France à cette époque-là. Ils avaient les mêmes persécutions que maintenant, etc. Voilà. Moi, j'avais un ami qui s'appelait Mohamed, qui habitait pas loin de chez mes parents. Il venait même de temps en temps dans le jardin de la maison boire un jus d'orange le soir quand l'été, etc. Et un jour il a disparu, on l'a plus jamais revu, quoi. Voilà. C'était pas le genre de Mohamed de partir comme ça sans prévenir. Donc il y a eu des perquisitions aussi chez lui. Et je me souviens qu'il y avait chez mes parents un lieutenant de l'armée française qui était venu, un ami de la famille. Je sais que pour les antimilitaristes, ça doit faire drôle de dire ça sur Radio Libertaire, mais enfin bon, c'est le passé. J'étais pas maître du passé. J'étais un adolescent à cette époque-là. Et qui a, en quelque sorte, qui a pris la défense de Mohamed, qui était perquisitionné par une bande de soudards flicailles, et il s'est interposé, il était en uniforme, évidemment, c'était, voilà, et un mec il mesurait 1m90, et les flics, ça les a un petit peu stoppés, quoi, parce qu'autrement, c'était encore certainement passage à tabac, etc., voilà. Donc il n'y a rien vraiment changé sous le ciel, voilà. Et ce qu'on constate une fois de plus, c'est que dans la police, bien sûr, on va pas être complètement binaire en disant que c'est tous des pourris. Et il y a certainement des gens qui sont pas des comment dirais-je, des soudards, mais justement dans des périodes comme ça, ce sont les soudards qui existent dans la police qui se révèlent et qui laissent des choses, qui laissent faire des choses comme ça ou qui font des choses comme ça, voilà. Et ça, il faut le dénoncer vraiment avec violence et en même temps dénoncer la presse complice, parce que la Dépêche du Midi, un mec qui sort cagoulé d'une bagnole pour photographier une mise en scène comme ça, mais c'est la honte de la honte de la honte. On va pas dire après il y a des mecs qui vont gueuler, oui, la presse c'est pas libre et machin, etc. Mais la liberté de la presse pour faire ça, vous m'excuserez, mais bon, voilà, c'est chacun il trouvera sa provende. Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance sans désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. La fronde commence sur cette place, ces casques lourds qui nous font face. Nous les défions, folie ou inconscience, sans haine, sans armes, sans violence. Nous sommes d'une espèce non protégée. Notre obsolescence est programmée. Nous devons disparaître de leurs étals avant liquidation totale. Nous devons disparaître de leurs étals avant liquidation totale. Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance sans désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. Sans aucune condition de ressources, ils voudraient que l'on parte au pas de course, acheter des biens de grande consommation
au premier tir de sommation, que nous leur portions cette marchandise, objet de toute leur convoitise, leur précieux, leur cœur de cible, du temps de cerveau disponible. Oh, qu'ils chérissent tant ce cœur de cible, ce temps de cerveau disponible. Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance sans désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. Sans haine, sans armes, sans violence. Sans haine, sans armes, sans violence. Prédicateur de la sainte finance, toxicomane, accro à la croissance, nous sommes de ceux qui vous désobéissent, la plèbe blasphématrice. Jetez-nous l'opprobre, jetez-nous la pierre, vos grenades suffiraient-elles à nous faire taire? Croyez-vous que nos combats soient périssables, nos engagements jetables? Croyez-vous que nos combats soient périssables, nos engagements jetables? Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance sans désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. Sans haine, sans armes, sans violence. 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 C'était HK et les Saltimbanques, sans haine, sans armes et sans violence. Donc c'est leur dernier CD qui s'appelle Rallumeur d'étoiles. Et c'est Apollinaire justement qui disait il serait temps de rallumer les étoiles. Oui, merveilleuse phrase. Vous êtes sur Radio Libertaire, toujours, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité. Bolloré. L'émission Oracueil consacrée aujourd'hui à Marc Chagall chez les Ch'tis. Ouais. On est encore une fois de plus, on s'est fait un viron dans le Nord. C'est notre seconde patrie, le Nord. Voilà, on a échappé belle parce que si le front avait été là-bas, on aurait été moins joyeux. Mais enfin bon, c'est pas que la droite pure et dure qui a pris la place du front soit beaucoup mieux, mais enfin bon. C'est pas plus mal non plus. Voilà. Et tout de suite, notre camarade Pacheitou, tiens, j'ai oublié de mettre un i, va vous lire un extrait du livre de Marc Chagall, Ma vie, pour vous mettre en condition pour écouter la suite de cette émission. Ouais, Ma vie, donc c'est un livre que Marc Chagall a écrit. En fait, sa vie, il est né en 1887 et là, sa vie, il l'a écrite jusqu'en 1922. Donc c'est quand même plutôt ses années de jeunesse quand il était encore dans son Tchéquel à Vitebsk et qu'il était parti en Russie. Donc moi, j'ai choisi deux petits extraits qui racontent un peu comment il a eu envie d'être artiste et un peu ce qui a
un peu la motiver dans toute sa jeunesse. Mais je pense que le livre effectivement est riche. Il faut peut-être le lire en entier. J'ai pas eu le temps de le faire pour s'imprégner de toute cette ambiance justement de Shtetl, de sa famille, des rituels. Et voilà quoi. En plus il est joliment illustré. Il y a des lithographies faites par Marc Chagall. Donc c'est un beau livre quoi. Mais tout le livre est dans sa peinture, hein, parce que il raconte sa vie dans sa peinture. Voilà. Donc le premier extrait. Outre mon ingéniosité aux jeux de plumes et de bâtons, outre les baignades et les stationnements sur les toits pendant les incendies, je possédais d'autres talents. N'avez-vous pas entendu à Vitebsk ma voix enfantine ? Dans notre cour habitait un vieillard de petite taille, assez robuste. Sa barbe longue, noire, à peine argentée, s'agitait tout le temps, en se plantant dans l'air et dans la terre. C'était un précepteur et un chantre. Pas trop imposant, ni comme précepteur, ni comme chantre. Je prenais chez lui des leçons de rudiments et de chant. Pourquoi chantais-je ? D'où savais-je que la voix ne sert pas seulement à crier et à se disputer avec ses sœurs ? J'avais de la voix et je l'élevais tant que je voulais. Dans la rue, tous les passants se retournaient sans se rendre compte que c'était un chant. Ils se disaient « Mais il est fou, quoi, qu'est-ce qu'il a à crier ?» Je m'étais engagée comme aide chez le chantre, et au jour de grande fête, toute la synagogue et moi-même entendions distinctement flotter mon soprano sonore. Je voyais sur les figures des fidèles des sourires, l'attention, et je rêvais. Je serais chanteur, chantre, j'entrerais au conservatoire. Dans notre cour habitait aussi un violoniste. Je ne savais pas d'où il venait. Dans la journée, commis chez un ferronnier, le soir, il enseignait le violon. Je raclais quelque chose, et n'importe quoi ni comment je jouais, il disait toujours en battant la mesure de sa botte « Admirable ». Et je pensais « Je serais violoniste, j'entrerais au conservatoire ». À Liozno, dans chaque maison, les parents, les voisines m'invitaient à danser avec ma sœur. J'étais gracieux avec mes cheveux bouclés. Je pensais « Je serais danseur, j'entrerais, je ne savais plus où ». Jour et nuit, je composais des vers. On en disait du bien. Je pensais, je serais poète, j'entrerais. Je ne savais plus où me laisser aller. Voilà, un petit peu plus loin dans cet ouvrage. Un beau jour, mais tous les jours sont beaux. Comme ma mère mettait le pain au four, je m'approchai d'elle qui tenait la pelle et la prenant par son coude enfariné, je lui dis « Maman, je voudrais être peintre. C'est fini, je ne veux plus être commis ni comptable assez. Ce n'est pas en vain que j'ai senti que quelque chose allait arriver. Tu le vois, maman, suis-je un homme comme les autres ? De quoi suis-je capable ? Je voudrais être peintre. Sauve-moi, maman, viens avec moi. Allons, allons. Il y a en ville un endroit. Si j'y suis admis, et si je termine les cours, je sortirai artiste achevé. Je serai si heureux. Quoi, un peintre ? Tu es fou, toi. Laisse-moi mettre mon pain au four, ne me gêne pas, j'ai mon pain là. Maman, je ne peux plus. Allons, laisse-moi tranquille. Enfin, c'est décidé. On ira chez Monsieur Penn. Et s'il reconnaît que j'ai du talent, alors on y pensera. Mais sinon, je serai quand même peintre, pensais-je à part moi, mais à mon propre compte. C'est clair, mon sort est dans les mains de Monsieur Penn, du moins aux yeux de ma mère, la souveraine de la maison. Mon père me donna les 5 roubles, prix mensuel des leçons, mais il les envoya rouler dans la cour, où je dus courir à leur poursuite. J'avais découvert Penn au moment où sur la plateforme du tramway qui roulait en descendant vers la place du Dôme, j'avais été ébloui par une inscription blanche sur fond bleu. École de peinture de Penn. Ah, pensais-je, quelle ville intelligente est notre Vitebsk. Je décidai aussitôt de faire la connaissance du maître. Au fond, cette enseigne n'était qu'un grand écriteau bleu, en tôle, en tout semblable à ceux qu'on peut voir partout au fronton des boutiques. En effet, dans notre ville, les petites cartes de visite, les petites plaques aux portes n'avaient aucun sens. Personne n'y prêtait attention. Boulangerie et confiserie Gourevitch, tabac, toutes sortes de tabac, fruiterie et épicerie, tailleur d'Arsovie, les modes de Paris, école de peinture et de dessin du maître Penn. Tout cela, c'est le commerce. Mais ce dernier écriteau me sembla d'un autre monde. Donc voilà.
Bien, ça donne déjà le ton. Voilà, ça donne le ton, parce qu'après on pourrait continuer, mais après ça serait un petit peu trop long, quoi. Mais tout le livre, un petit peu, est comme ça, quoi. Ce sont des souvenirs. Alors, c'est une autobiographie revisitée, hein. Je pense que ça colle pas complètement à la réalité. Il y a tout l'imaginaire de Chagall, toute sa Bien poésie sûr. qui arrive là-dedans, quoi. Tout à fait, oui. Si ça ressemble à ses peintures, effectivement, la vérité, il faut la traquer. Voilà, mais on décèle déjà. C'est vrai que bon, tu vas raconter, mais par exemple son rapport à la musique, au violon, tout ça, c'est déjà posé là, quoi. Oui, c'est déjà posé là et ça parcourt toute son œuvre. Enfin bon, je crois que les artistes, en tout cas les plasticiens, mais c'est probablement la même chose pour les écrivains, pour les musiciens, pour les poètes, pour les sculpteurs, etc. Tous les gens qui pratiquent des disciplines artistiques, elles sont vraiment marquées par l'enfance. Voilà, c'est l'enfance imprime tous ces rêves, tout ce qui passe par la tête d'un enfant, c'est imprimé à vie dans l'œuvre, quoi. Voilà. Tous les animaux et les candélabres, le violon coq et le bouc-bouquet sont du mariage, sont du mariage. L'ange à la fenêtre où sèche le linge, derrière la vitre installe un pays dans le paysage, dans le paysage. Mon peintre amer, odeur d'amande. Les dents seront bues, le grand soleil rouge qui se fera lune avant bien longtemps sur les marécages, sur les marécages. Et le cheval chèvre assis dans la neige aimerait parler avec les poissons qui sont trop sauvages, qui sont trop sauvages. Mon peintre amer, odeur d'amande. Le peintre est assis quelque part dans l'ombre. À quoi rêve-t-il sinon des amants sur leur beau nuage, sur leur beau nuage. Au-dessus des toits, à l'horizontale, dans leurs habits neufs, avant d'être nus, comme leur visage, comme leur visage. Mon peintre amer, odeur d'amande. Marchez sur les mains, perdez votre tête. Le ciel est un cirque où tout est jonglé. Et le vent voyage, et le vent voyage. Tous les animaux et les candélabres, le violon coq et le bouc-bouquet sont du mariage, sont du mariage. Mon peintre amer, odeur d'amande. Voilà, c'était Jean Ferrat qui interprétait Chagall. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, à Bolloré, dans le père Fouettard, Bolloré. Voilà, Robert, j'ai juste fait une petite précision là avant que tu entames l'exposition qu'il y avait à la piscine, les sources de la musique. Un auditeur nous demandait pour l'exposition à la Maison des Métallos. En fait, elle se termine le 23 décembre et elle reprend donc après le 30 jusqu'au 17 janvier. C'est pas très clair sur leur site. C'est ouvert tous les jours, donc du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 14 à 19h. Voilà. C'est qui est-ce qui demandait? Tu sais pas, c'est pas Jean-Claude, non? Non. Bon. Donc voilà.
Eh bien, nous sommes évidemment la semaine dernière à la piscine de Roubaix, la piscine à un lieu emblématique de Roubaix. Vous voyez, une ancienne piscine, justement, qui a été restaurée, qui a été reconfigurée. Non, il y a toujours le bassin, il y a de l'eau dedans, mais on peut plus se baigner. De temps en temps, il y a des bruits, ils font un bruitage avec une piscine vivante, quoi, avec des cris d'enfants et tout ça. C'est un peu déroutant parfois. Même les anciennes cabines sont des petits lieux d'expo, etc. Bon, bref. Et nous, on n'est pas allé dans cette partie de la piscine, on est allé dans la partie où il y a des grandes salles, voilà, des grandes salles d'exposition. Grande salle, c'est pas le Mouba, hein, parce que le Mouba, Pikeko va vous en parler, c'est quand même autre chose. Mais bon, quand même, on avait des peintures de Chagall pour évidemment cette histoire de Chagall et la musique. D'ailleurs, pas toutes les peintures sont pas représentatives de Chagall et la musique, mais disons qu'une bonne partie, oui. Comme le violoniste au coq, par exemple, une superbe peinture. C'est une petite peinture. Moi, d'ailleurs, je préfère les petites peintures de Chagall, où c'est moyen format plutôt que ces grandes tartines, où je trouve qu'il est moins intéressant. C'est plutôt... J'aime mieux l'intimisme de Chagall que ces grandes bouses, là. Voilà, où on se perd dedans. Mais bon, là, dans le violonisme, bon, ça parle tout seul. C'est un homme qui joue du violon sur un petit tabouret avec toujours ces personnages emblématiques. Là, dans cette petite peinture, il y a tout Chagall, quoi. Il y a la tête de bouc ou de chèvre, il y a le petit coq. Vous voyez, c'est dans beaucoup de peintures de Chagall, il y a une représentation animale aussi dans la composition. Puis alors, surtout avec Chagall, moi, ce que je cherche, il y a une foule de petites choses dans ces tableaux, de petits personnages grattés dans le fond, etc., parfois à moitié effacés. Et moi, je fais de l'exploration. Il n'y a pas que des personnages. Là, par exemple, dans le violoniste au coq, il y a un petit sapin dans le fond. On voit, il y a une tête à l'envers dans un soleil-lune d'ailleurs. C'est deux petites têtes qui semblent jouer de la flûte, etc. Il y a aussi un petit ourson, on dirait, sur le toit d'une maison. Enfin, vous voyez, il y a encore un petit personnage là caché derrière une maison. Il y a plein de petits sujets comme ça, et moi, c'est mon truc. J'adore ça. Voilà. Alors, il y a aussi, évidemment, le sofar, qui est dans la tradition juive, qui est l'instrument biblique par excellence, une corne de bélier, dans lequel on souffle pour appeler les fidèles à la prière ou quelque chose comme ça, quoi. Je suis pas un spécialiste de la liturgie juive, hébraïque, voilà. Mais bon, il me semble que ça a quelque chose de ce goût-là Et alors, évidemment, par exemple, dans le sofar, là, aquarelle et gouache sur papier gris collé sur papier rouge. Ouais, enfin, il travaille aussi ces supports aussi sont assez multiples. Il se cantonne pas dans la toile machin pur, peinture à l'huile et tout. Il a acheté toutes les disciplines de ce métier. Vous voyez, la litho, la gravure. D'ailleurs, on est allé à une exposition à Paris, là, dans le Marais, à la maison de l'art populaire juif, ou je sais pas quoi, là, tu sais. Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Voilà, c'est ça. Où il y avait une exposition sur la Bible, la mythologie, etc., par Chagall, avec des gravures, toute une salle consacrée aux gravures qu'il avait fait sur ce thème. C'est magnifique. Donc, c'est quelqu'un de multicartes, si on peut dire. Il peut tout toucher, vous voyez, même la musique. Et donc, avec toujours des couleurs. Mais alors, ces couleurs à Chagall, il y a des rouges, des bleus, des verts, extraordinaires, qui font chanter tous les formats. Voilà. Alors, on a pu vraiment se gaver les yeux, se gaver la tête de tout ça, à la piscine de Roubaix. Malheureusement, il y a toujours un bémol. C'est qu'il y a des groupes, voilà, avec des guides, voilà, qui savent tout, qui racontent. Alors, quand vous tombez, c'est arrivé dans 2 salles à la piscine, où vous tombez sur 2 groupes qui occupent toute la salle, vous voyez, vous êtes un petit peu coincé, quand vous pouvez rien voir. Donc vous passez, et puis vous revenez quand les gens sont partis. Voilà. Moi, c'est ce qui me déprime à chaque fois. Mais là, par exemple, dans l'Arc-en-Ciel, une peinture, quand même un grand format, 160-170, il y a un fond rouge sublime. Alors, j'aime moins, il y a 3 espèces
de choses en forme de boomerang là qui sont blancs et assez, comment dirais-je, graphiques, assez raides. Mais le reste, il y a une tour Eiffel complètement tordue, il y a Notre-Dame, il y a encore une foule de petites choses complètement enfouies dans la peinture ou qui en surgissent à peine. Ou voilà. Et ça met un fond rouge encore sublime, des couleurs. C'est rouge, je sais pas. Il faudrait que j'étudie la chose de près, quoi. Et il y a aussi le message d'Ulysse. Ça, c'est une maquette pour une mosaïque de l'université de Nice. Et c'est une aquarelle, crayon noir, encre de Chine, collage de papier et tissu imprimé, repeint à la gouache au papier. Mais oui, c'est une maquette, mais il faut voir le truc. Là aussi, c'est une foultitude de personnages, de petites scènes, on dit des scénettes, hein, et de petits graffitis, de petites choses. Il y avait beaucoup aussi avec des encres noires. Moi, j'aimais beaucoup ces tableaux, hein, avec une encre noire assez forte, justement, qui distinguait bien les couleurs, qui mettait bien en valeur les couleurs. Et donc, beaucoup de choses autour, quand même, du violon, de la musique. Les violonistes sont quasiment omniprésent, hein, dans ces tableaux, tout à fait, surtout à cette exposition. Et justement, il y avait un des premiers tableaux qu'il a fait qui s'appelle Le Mort, là où on voit un mort qui est dans une rue avec des bougies autour. Et à côté de ça, il y a une maison et il y a ce violoniste qui est sur le toit de la maison, là. Absolument, oui, tout à fait. Oui, celle-là, elle est magnifique aussi, j'adore. Elle est assez sombre, mais oui, elle est assez sombre, elle est assez pâteuse. Ah oui, mais 1908. Hein, oui, je crois que c'est une de ses premières toiles. Il n'y a pas du tout la légèreté, le côté aérien, le côté coloré qu'il y a dans ces toiles de la maturité là. Et puis alors, c'est marrant, vous avez parlé de l'autre jour des choses avec les paysans allemands et leurs godasses là. Et là sur le toit, il y a une perche au fait du toit avec une botte qui est pendue là aussi. Ouais. Voilà, oui, la mort, oui, c'est assez sombre comme peinture. Il y a déjà tout Chagall dedans, sauf peut-être les couleurs qui sont très très sombres. Quoi. Alors dans cette exposition, à la première salle, c'est une première salle d'autoportrait. Donc un autoportrait qui est assez connu là, qui est l'autoportrait en verre où on le voit. C'est vrai, quand il est jeune, il a les cheveux frisés, il est blond. Il est très beau. Et sur ce portrait, on pourrait presque croire une femme en fait. Et hier, j'écoutais une émission une rediffusion sur France Culture d'une émission qui a parlé de Chagall justement. Et donc j'ai appris qu'il avait vécu. Il a eu un frère David qui est mort assez jeune et il a vécu avec ses 7 sœurs. Donc ses 7 sœurs, sa mère, sa grand-mère, donc quand même un univers très féminin. Oui, il a fait une peinture de David là en train de jouer du violon. Ou de la mandoline, je sais plus. Il y a les deux, je crois. Oui. Ouais, il y a les deux. Il y a sa sœur Lisa et il y a David. Oui, c'est ça, David. À la mandoline, oui, t'as raison. Ouais. J'aime pas beaucoup cette peinture d'ailleurs. Il y a une période où il flirtait avec le cubisme et ça, je déteste un peu. Ça manque. C'est un peu raide, quoi. Je veux dire, c'est pas la fluidité, c'est pas la gentillesse. Oui, parce que c'est pas un peintre méchant, c'est quelqu'un de gentil. On sent quelqu'un qui aime les autres, quoi, pour parler simplement, voilà. Ce qu'on ressent effectivement, c'est aussi toute cette culture. Il a été élevé dans la culture hassidique. Non, tu crois. Et donc il y a cette culture juive présente, mais dans la culture hassidique, justement, c'est l'exaltation un peu du corps, par la musique, la danse, les émotions, et ça c'est vraiment frappant dans tous ces tableaux, quoi. Ouais, de même tous ces tableaux qui parlent du cirque, il y en avait quelques-uns aussi. On voyait des caravanes, des saltimbanques, et ça effectivement, Chagall a toujours été quelqu'un qui s'est considéré comme un exilé permanent, et le cirque traduit aussi cet exil, quoi. Oui, c'est le cas de la diaspora juive, de toute façon. D'avant la dernière guerre, c'était tous des exilés, ils étaient tous en attente de rentrer dans la terre promise, quoi. Voilà. Et aussi Chagall, donc, il a aussi un âge quand même avancé, entre 70 et 75 ans. Il a fait le plafond de l'opéra, vous voyez. Alors, il faut voir ce petit bonhomme, un chenu, comme on pourrait dire, en train de travailler sur des trucs, mais alors, c'est absolument géant, ahurissant. Aucun peintre moderne, en tout cas connu, ne s'est attaqué parce qu'il n'a pas fait que le plafond de l'opéra. Il a fait à New York, il a fait une salle énorme aussi, c'est l'opéra, je sais pas quoi, enfin à New York, aux États-Unis. Il a fait
que des choses mais gigantesques. Et là, alors on le voit, on le voit justement une photo de lui sur une double page sur le catalogue. Enfin, c'est pas le catalogue, c'est Connaissance des Arts, mais c'est un hors-série consacré à cette exposition de Roubaix. On le voit, il est sur une chaise en train de peindre un des panneaux du plafond de l'opéra. Non mais faut voir. En fait, il y a 14 panneaux qui sont chacun dédiés à un artiste, un musicien. Là, c'est Tchaïkovski. C'est celui qui est consacré à Tchaïkovski. Et il faut voir. Et alors, il y a une photo. Moi, j'adore les outils de peinture. Et il y a une table avec une énorme palette dessus, avec tout autour, il y a ces petits tas de peinture. Alors, il y a un coin du rouge, le coin du bleu, le coin les 3 couleurs primaires, et le coin du blanc. Et au milieu, il fait ces petits mélanges. Mais c'est absolument hallucinant de penser que ce vieillard, quand même... oui. Ouais, parce que c'était en 63-64, donc s'il est né en 87, effectivement, il avait donc plus de 70 ans. Plus de 70 ans, voilà. Qui travaille, et il a fait ça, il est mort remarqué à presque 100 ans, mais jusqu'à la fin, il a travaillé, mais c'est comme une bête, parce qu'il a fait. Alors, on voit dans cette exposition, à la piscine, il a fait des vitraux gigantesques, il a fait des céramiques. Des décors de théâtre aussi. Des décors de théâtre, non mais c'est invraisemblable. Il a fait tout ce que d'autres peintres n'ont jamais fait, ils auraient été incapables de faire dans leur vie, mais je vous parle même des plus grands, comme Picasso, comme tous ces gens-là, ils n'ont jamais atteint. On pourrait comparer presque la production de Chagall à celle de Michel-Ange, si Michel-Ange avait été peintre, parce qu'il abhorrait la peinture. Il a fait le plafond de la Sixtine contraint et forcé par Jules II, sinon c'était la mort, il avait pas le choix, mais voilà, c'est cette dimension-là, parce que le plafond de l'opéra, c'est par la Sixtine, d'accord, mais quand même, quand Michel-Ange a peint la Sixtine, il avait pas 75 ans, bon, voilà, lui aussi il est mort à plus de 90 ans, mais bon, en sculptant, voilà. Qu'est-ce qu'on peut en raconter comme ça toute notre vie, oui, c'est le Metropolitan Opera dont il a réalisé les décors et les costumes. Ouais, parce que non seulement il faisait les décors, mais les costumes aussi. Qu'est-ce qu'il a pour faire, voilà. Ce qu'il a pas fait, c'est ce qu'il avait pas fait en tout cas, et Piquet-Cou vous le racontera, c'est ses tapisseries, mais voilà, c'est quelqu'un qui avait cette vitalité invraisemblable de cette force de travail, mais dans la douceur, il n'y a pas de violence. En plus, il est très écuménique, si vous voulez. Lui, c'est pas un fanatique religieux. Voilà, il mélange un petit peu la Bible, la Torah avec les évangiles, etc., etc. C'est le seul artiste, je crois, de confession juive qui a eu le courage quasi suicidaire de représenter la crucifixion dans son œuvre, voilà, en parallèle avec les thèmes judaïques, quoi. Il y avait pas chez lui, il y avait pas de frontière, pas de barrière entre les deux. De toute façon, il avait tout à fait raison, puisque Jésus était un juif et que les premiers apôtres ont été des juifs, et que voilà, les pères pas les pères de l'Église, parce que bon, l'Église pour eux c'était quelque chose qui n'existait pas, mais en tout cas l'Église vient de là, donc, et même dans les costumes, même dans l'apparat de l'Église catholique, les évêques ont des comment on les appelle, les petites calottes là, ça a un nom chez les Juifs. La kippa. Voilà, ont des kippas. Si vous voyez, il y a tout un rituel vestimentaire qui est hérité justement de cette tradition juive. Voilà. Alors pourquoi Chagall n'en aurait pas profité pour faire le lien entre les deux. Voilà, avec des couleurs, je vous dis, extraordinaires, avec on sent une sérénité, une gentillesse dans tout son travail, mais c'est pas mièvre du tout. Faut pas toujours assimiler la gentillesse, la bonté à de la mièvrerie ou à du truc roudoudou, la canne à papa. Non, pas du tout. C'est vraiment
c'est vraiment la beauté de la gentillesse, voilà, Ouais. si on peut dire. Et il y a des tableaux, il y en a certains qu'on avait déjà vus au musée du Luxembourg, là, quand, il y Oui. avait l'exposition qu'on était allé voir aussi Bien entre sûr. guerre et paix, sauf que c'était pas du tout les mêmes conditions Non. d'exposition, on était serrés, ratatinés là-dedans, que là on est, même si effectivement on a croisé deux groupes, on a quand même Et de le temps l'espace. de regarder, on a de l'espace, c'est quand même bien plus agréable. Absolument, voilà. Ce qu'on peut dire, enfin, une petite partie de ce qu'on peut dire sur cette exposition à la piscine, qu'on vous recommande, parce que c'est rien, c'est quelques euros pour aller et revenir de là-bas dans des autocars avec un confort, vraiment. Bah, c'est vrai, ouais, on peut dire qu'on a voulu tester ces fameux bus. On avait découvert ça. Alors bon, c'est Macron qui a quand même libéralisé les compagnies Oui, d'autobus. Donc on bon, l'oublie. ça, on n'en est pas forcément très Non, fiers. non. Mais en fait, on ne comprend pas trop comment ça fonctionne parce qu'effectivement, nous, on n'a pas fait on n'a pas pris un des tarifs. On a eu chacun pour 13 euros l'aller-retour, Ouais. 5 euros à l'aller, 8 euros au retour. Mais par exemple, si on était allé le mercredi, c'était 1 euro Ouais. chaque voyage. Donc Ouais. il y a des trajets qui coûtent 1 euro. Et on a des chauffeurs qu'on a trouvé des chauffeurs qui conduisaient très bien, Très des gentils. autobus qui semblent quand même relativement neufs, confortables. Ils sentent le neuf, en tout Donc cas. on ne sait pas trop comment ça fonctionne derrière, s'il y a des subventions de l'État. Enfin voilà. Mais en tout cas, profitons-en, parce que c'est vraiment peanuts et dans le confort, dans la bonne humeur, et allez hop, on va Ouais. dans le Nord. En plus à Lille, on arrive à côté du métro Lille Europe, donc après c'est très facile, on descend, on prend le métro, c'est la ligne 2. 4 euros, vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans le métro dans la journée pour 4 euros. Voilà, donc la ligne 2 et on peut aller directement sur Tourcoing Centre, on arrive au Mouba, Ouais. on reprend le métro dans le sens inverse, on s'arrête à Jean Lebas et là on est à la piscine à 5 minutes à pied du musée. De Roubaix. Voilà. Voilà, c'est un morceau qui s'appelait Chérélé, c'est le groupe Krupnik et la violoniste s'appelle Joël Strauss. Magnifique violoniste et joueur comme un femme. Sur Radio Libertaire, là où on a fait son orchestre. Sans Dieu, sans bête, sans pub! Un racaille pour l'émission consacrée à Marc Chagall chez les Ch'tis Rougo. Voilà. Et tout de suite, c'est la camarade Piquet-Cou qui est une fan de Chagall, je vous dis pas. Alors là, c'est elle qui m'a traîné dans toutes les expos Chagall. D'ailleurs, vous avez vu, elle en sait plus que moi. Elle me coupe la parole et tout ça. Vous avez entendu, vous êtes témoin quand même. Tout ça pour dire qu'elle aime Chagall. Bon, on le sait qu'elle aime Chagall. Elle a raison d'aimer Chagall. Et elle m'a fait aimer Chagall en plus. Voilà. Et elle va vous parler de l'œuvre tissée. Alors là, Ouais. je me promenais avec un espèce de zombie complètement fasciné, fanatisé, enfin tout ce que vous voulez, quoi. J'ai eu droit. Bon. Bah ouais, parce qu'en fait, si quand même la peinture, la céramique, les vitraux, les décors de théâtre de Chagall sont quand même un peu familiers, son œuvre tissée, elle, l'est beaucoup moins. Beaucoup moins. Et de la palette au métier, donc l'exposition sur cette œuvre tissée qu'on a pu voir au Mouba, elle mérite vraiment le détour, déjà parce que je pense que ces œuvres-là n'ont jamais été exposées. Et Quoi. parce que Piquet-Cou y est, Donc c'est l'occasion de découvrir le maître d'œuvre aussi de ce passage du graphique au textile. Un maître d'œuvre, c'est madame, qui s'appelle Yvette Coquille-Prince, et en fait qui par son exigence et ses analyses subtiles, a su trouver les nuances chromatiques qui rendent compte de la palette de Chagall.
Et le Mouba présente dans cette exposition 16 tapisseries qui sont entourées d'une 50aine d'études ou de dessins préparatoires ou de gouaches ou de lithographies du peintre. Et Yvette Coquille-Prince va transposer sur ces tapisseries monumentales, donc, la danse, les arlequins, les musiciens, la vie, l'amour, la poésie, toute l'énergie et la joie qui se dégagent de l'œuvre peinte de Chagall. Et dès la première salle du Mouba, nous nous retrouvons face à des œuvres immenses qui ne laissent aucun échappatoire. On est quand même sous le charme. Moi, tétanisé, il faut dire. C'est l'effet que ça m'a fait, parce que c'est des œuvres qui font qui peuvent faire 4 mètres sur 5, qui sont 7 mètres sur 6. bien plus grandes que l'œuvre peinte de Chagall. Mais moi, je dirais aussi, si vous permettez, chers camarades, meilleurs ou amis, je dirais aussi que pour moi, c'est pas vraiment Chagall, quoi. Je vois, il y a la transposition. Chagall est un peu perdu. On retrouve autre chose, quoi. Voilà. De mon point de vue. D'accord. Voilà, moi, je vais parler un petit peu de ce maître d'œuvre. Donc, Yvette Coquille-Prince, elle a suivi les cours de l'Académie royale des beaux-arts en Belgique, donc en peinture et en dessin, avant de s'intéresser à la tapisserie pour en décrypter les techniques employées. Et sa préférence va vers les techniques du Moyen-Âge, voire jusque chez les Coptes du début de notre ère. Et elle utilise donc un nombre restreint de tons, et elle préfère favoriser leurs associations, en contraignant le lissier à un travail plus lent pour façonner un peu cette matière textile. Donc elle travaille à partir de laine, qu'elle fait préparer de manière artisanale. Par contre, elle les fait teindre selon des méthodes modernes, parce qu'il y a une meilleure résistance à la lumière. Et l'un de ses objectifs est la réduction du nombre de teintes. Il y en a à peu près une 20aine par tapisserie, mais elle compense cette réduction de teintes par un traitement de la laine, en hachure ou en dégradé. Et en qualité de maître d'œuvre, c'est elle qui va préparer les cartons que les lissiers suivront très exactement. Et donc, l'œuvre peinte ou lithographiée, elle est reproduite en photo noir et blanc, puis après, ça agrandit à la taille de la tapisserie. Il y en avait d'ailleurs un exemplaire dans le musée. Ouais. Et donc, on a pu constater que les œuvres tissées étaient effectivement bien plus grandes que les œuvres originales de Chagall. Oui. Et donc, à partir de cette photo en noir et blanc, elle va délimiter les contours des zones de couleur et elle va expliciter un peu toute la nature des transitions. Donc, il y a un système codé de lettres et de numéros qui permet, à plusieurs lissiers de travailler sans altérer le résultat final, parce qu'il suffit de suivre à la lettre ce qui est masqué, les indications, quoi. Et donc, ce carton, c'est le travail du maître d'œuvre, quoi. C'est l'image de la tapisserie telle qu'elle interprète l'œuvre originale. Et lors de la transposition sur carton, c'est ce maître d'œuvre qui peut faire des choix qui s'éloignent un peu de l'œuvre originale, mais qui permettent peut-être de mieux l'appréhender sous un format monumental. Et quand Yvette Coquille-Prince rencontre Chagall, elle a déjà travaillé sur une œuvre de Picasso. Donc, voyant le boulot, Chagall est enthousiasmé par ce qu'elle a fait et va lui demander de choisir une œuvre à transposer. Donc, ce sera la famille d'Arlequin sur laquelle elle va travailler à partir d'une lithographie originale. Et là, nous sommes en 1965 et ainsi va commencer quand même cette longue collaboration entre Yvette Coquille et Chagall, une collaboration qui durera 20 ans, jusqu'au décès de Chagall. Et d'ailleurs, Yvette Coquille a continué la transposition d'œuvres de Chagall même après sa mort, comme cette tapisserie qui s'appelle À ma femme, ou les Arlequins qu'on a pu voir au Mouba. D'ailleurs, À ma femme, le tableau était aussi à la piscine de Roubaix. Donc elle raconte, Yvette Coquille-Prince, quand il me parlait de la fin de son destin et qu'il disait « il faut poursuivre », et si possible avec de grandes pièces, car nous avons œuvré à la musique de chambre, à l'expression d'instruments solitaires, nous aurons fait trop peu d'opéra et de symphonie. Et quand elle soupirait à l'idée de sa disparition, il lui répondait « Que croyez-vous que je ferais là-haut ? Eh bien, je barbouillerai et souvent vous regarderai faire. Je serai toujours là, avec vous, ma petite fille. » Et voilà, donc Yvette Coquille-Prince, elle a travaillé aussi avec d'autres artistes comme Picasso, Kandinsky, Brassai, Nikita Saint-Phal, Calder ou encore Paul Klee. Et elle a réalisé toutes les tapisseries de Chagall, à l'exception de la pièce qui a été créée en 1973 pour l'entrée du musée national Marc Chagall à Nice, une pièce qui a été réalisée, elle, au Gobelin.
Mais la manufacture des Gobelins avait quand même réalisé aussi une première œuvre tissée en 62. C'était une demande par le gouvernement israélien pour le hall de la Knesset. Et à cette époque-là, Chagall ne connaissait pas encore Yvette Coguil-Prince. Oui, pour revenir un peu sur ce que je disais à propos des tapisseries de Chagall, c'est vrai que c'est une interprétation. Donc l'artiste qui interprète l'œuvre originale de l'artiste Chagall, évidemment, elle y met parce que la tapisserie aussi a ses limites. Elle peut pas. Il faut qu'elle trouve des trucs pour faire passer, si vous voulez, pour retrouver l'atmosphère d'une peinture de Chagall avec ses subtilités, parce que ce sont des peintures avec énormément de finesse, de subtilité dans les tons, etc., etc. Et c'est, à mon avis, c'est quasiment impossible de reproduire ça en tapisserie. Donc, elle est obligée de trouver des astuces pour, enfin, c'est un peu de la prestidigitation, quoi. C'est un petit peu de l'illusion, mais c'est magnifique quand même. Non, ne pensez pas que je critique. Je donne simplement mon sentiment parce que personnellement, je préfère, comme en peinture, les petits formats de Chagall. Vraiment là, c'est pas vraiment le cas. Mais dans ces immensités, il y a des petits morceaux qui sont absolument à vous faire tomber sur le cul, parce qu'il y a quand même, quand on pense que les lissiers qui ont fait ça, le métier qu'ils doivent avoir pour arriver à faire ça, c'est invraisemblable. Ouais. Mais moi justement, j'ai bien aimé plutôt le recul en regardant l'œuvre entière. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup plu. Et là où par contre, quand je m'approchais, j'adore tout ce qui est textile, tout ce qui est laine. Et effectivement, les laines sont magnifiques, parce qu'on peut voir que chaque brin effectivement est hachuré avec ou dégradé. Et on imagine la texture. J'ai pas osé trop toucher, mais enfin, on voit bien que cette laine, elle est douce, elle est soyeuse. Enfin, c'est. Et d'ailleurs, il y avait une petite salle où il y avait une table avec un échantillonnage de laine, là, des petites plottes en vrac. Et c'était toute la gamme des couleurs de Chagall, quoi. Et moi, c'était magnifique, ce petite chose là. J'ai trouvé ça, plus que tous ces grands trucs. J'ai trouvé c'était craquant. Voilà. Donc, n'hésitez pas à y aller, allez voir cette expo. Encore une fois, le Mouba, c'est un lieu qu'on doit connaître. Nous, cette fois-ci, on a regardé que les tapisseries, c'était déjà beaucoup. On n'a pas fait tout le tour du musée où il y a la salle de Gênes Leroy, etc., etc. On a zappé, mais parce qu'on pensait que c'était quand même suffisant pour nous. Ces immenses tapisseries suffisaient pour nous gaver, quoi. Ouais, au premier étage, pareil, il y avait un film sur Chagall qui passait dans une petite salle, et on n'a pas eu spécialement envie d'y aller. C'est sympa de rester dans cet univers de tapisserie avec toutes ces couleurs, ça, quoi. On n'a pas envie de se disperser après, quoi. Non, mais vraiment, il faut, si vous avez quelques euros et du temps devant vous, essayez de faire l'effort d'y aller, vous en serez vraiment récompensé. Ouais, c'est des expositions qui sont jusqu'au 31 janvier 2016, et donc qui normalement sont en résonance aussi avec une grande exposition qu'il y a à la Philharmonie de Paris. Mais bon, nous, on a décidé que les musées parisiens, pour l'instant, on n'avait pas envie d'être serrés comme des sardines, fouillées et tout ça. Donc, et puis éjectés éventuellement un coup de paume dans le cul. Là, même si on est fouillé, ça reste quand même très sympa. Ah oui, c'était très sympa, oui, bien sûr. Entre le textile, le charbon, les murs de briques et les mines, les cités minières, le ciel gris, les usines, les courées, les pavés, les terris, les crachins, le chicon, la grisaille, le brouillard et la janlin. J'y suis né, j'y erré, j'en ai fait tous les recoins, des plages de Dunkerque jusqu'au bistrot de Tourcoing. L'enfer du Nord, ces routes, ces trottoirs de pavés sur mon mountain bike. J'ai roulé, à grands bas des grands bergers, ruminé, rêvassé. Les semelles de mes Nike, je les ai usées. Quand la pluie froide vient te glacer le front, te geler les larmes et te tremper le caleçon. C'est le stress, l'angoisse au rythme des saisons. 65 jours de soleil et 300 jours de dépression. À part ça, tout va bien. Chez moi dans le Nord, c'était juste 16 mesures pour te planter le décor. Je suis un îlot, un vrai de vrai mon salaud. Un ch'ti, un chabert, un bourrin, un frollo. Et alors, un vrai de vrai de schnorr. Je suis un îlot, un vrai de vrai mon salaud. Un ch'ti, un chabert, un bourrin, un frollo. Un vrai de schnorr. Une équipe de foot supportée par
par les skins, des élus avec des promesses à 2 centimes, une police nationale qui nous prenne pour des cobayes, police municipale qui se prenne pour des cow-boys, contrôle abusif, expulsion des sans-papiers, HLM insalubre où règne la précarité, l'île, le fief, le pays des socialos, la gauche caviar, discriminante et des magots dans nos murs comme l'amiante, invisible et dangereuse, franc-maçonne, vicieuse, paternaliste et mafieuse, ça se la raconte intègre, authentique et populaire, et à chaque mandat, ils nous la font à l'envers. Je sais pas si les Lillois ont de la merde dans les yeux, vu le ramassis de merde qui nous foutent dans les urnes. Il serait temps de mettre un coup de pompe dans cette fourmilière, du poison, quelques pièges, quelques souricières. Je suis un Lilo, un vrai de vrai mon salaud, un ch'ti, un chabert, un bourrin, un prolo, et alors, un vrai de vrai de schnorr. Je suis un Lilo, un vrai de vrai mon salaud, un ch'ti, un chabert, un bourrin, un prolo, et alors, un vrai de schnorr. Live by night, c'est pathétique à voir. À la sortie des pubs, ça dégueule sur les trottoirs. Toxico, pique du zen dans les halls de gare, et ça refoule les bronzés à l'entrée des bars. Je veux pas te faire l'apologie, mon code postal, le fier cul ou le chauvin à 2 balles. Dans ce pays on me rappelle que je suis pas chez moi ici. J'ai mes repères, ma famille, c'est déjà ça. Alors je fais avec ce que j'ai, même si ça me fait chier. Loin de me complaire ou d'accepter la fatalité, j'ai choisi d'ouvrir ma gueule, militer en chroniquant. Peut-être que je passe du vent, mais ça me fait passer le temps. J'en place une pour les bras d'eux et les petits couchins, une pour HK. Mon gros rejoint très très loin, des décors paradisiaques, mais finalement, qu'est-ce qu'on est bien à ce baraque. Un Lilo, un vrai de vrai mon salaud, un ch'ti, un chabert, un bourrin, un prolo, et alors, un vrai de schnorr. Je suis un Lilo, un vrai de vrai mon salaud, un ch'ti, un chabert, un bourrin, un prolo, et alors, un vrai de schnorr. Un ch'ti, un chabert, un bourrin, un prolo, et alors, un vrai de schnorr. Je suis un Lilo, un vrai de vrai mon salaud, un ch'ti, un chabert, un bourrin, un prolo, et alors, un vrai de schnorr. C'était Lilo par le groupe Ministère des Affaires Populaires. Donc, Ministère des Affaires Populaires, il y avait effectivement HK avant de créer HK et Saltimbanque qui faisaient partie de ce groupe-là, Ministère des Affaires Populaires. D'accord. Et donc, c'est des petits gars de Roubaix. Ouais. Et là, on a un petit gars, un auditeur qui n'aime pas beaucoup Chagall. Bon, ça arrive, hein. En même temps, Jean-Claude Infopote, on accepte tout à fait qu'il y ait des auditeurs qui n'aiment pas forcément ce qu'on aime, hein. Bon, c'est comme ça qu'on progresse. Et puis, que veux-je dire que je vais le dire tout de suite, notre camarade Piquécou va vous parler des expos à ne pas manquer. Ouais, alors les expos à pas manquer, en fait, il n'y a pas grand-chose de neuf. Je rappelle quand même que Chantal Montelier expose à la librairie Publico, au moins jusqu'à la fin de l'année. Donc, on peut rappeler la piscine de Roubaix, accessible en métro par la ligne 2 à la station Jean Lebas, et le Moubat de Tourcoing, accessible toujours par la ligne 2 à la station Tourcoing Centre. Des expositions jusqu'au 31 janvier, donc 2016. Alors une autre exposition qu'on va aller voir parce que ça nous tente bien, c'est l'exposition Les Pissarro, une famille d'artistes au tournant des 19e et 20e siècles. Donc ça c'est au musée Tavet de la Cour à Pontoise. Et donc c'est jusqu'au dimanche 28 février. Et donc chez les Pissarro, tout le monde barbouillait, quoi. Pissarro et ses 5 fils et les descendants. Je rappelle que le camarade Pissarro était un compagnon anarchiste. Bon. Voilà. Eh bien, on va continuer avec les œuvres de la FA, les éditions du Monde Libertaire. Je vous rappelle que ça existe et que vous pouvez y trouver des livres. Mais là, je suis plutôt branché sur ce que la librairie Publico présente comme bouquin, parce qu'elle a besoin de vous, surtout en cette période de fin d'année. Si vous avez des cadeaux à faire, c'est le moment de vous bouger vos petites miches et d'aller à la librairie Publico, 145 rue Hamelin-Paris dans le 11e, métro Robert, comme fidèle de la République. Et là, vous pouvez lire, entre autres, il y a un bouquin que j'ai remarqué, ça s'appelle Une AMAP dans le 9-3,
Une expérience d'éducation populaire en milieu libertaire. C'est écrit par Hugues Lenoir, un camarade, compagnon anarchiste. Cette AMAP du 9-3 est une association pour le maintien de l'agriculture paysanne et non pas une AMAP classique. Le propos est bien, de par les mots et les actions d'entreprise, de participer à une dynamique collective et politique pour aider au retour d'un monde paysan respectueux de son environnement et vivant convenablement son travail. Et là, il y a du boulot, les mecs. Hein. Voilà. Quand on pense que c'est la FNSEA qui est à la manœuvre, on a du souci à se faire. On verra dans ce livre comment une volonté de développement donne une dimension inhabituelle à ce collectif, puisqu'il regroupe actuellement 256 familles. Moi, je connais des AMAP. C'est combien, toi, la tienne, Dominique ? La mienne, ça doit être à peu près 80 familles, sachant qu'il y a des paniers entiers ou des demi-paniers, et des gens qui viennent toutes les semaines ou d'autres tous les 15 jours. Voilà. 256 familles, c'est beaucoup. En même temps, nous, notre AMAP dessert aussi la MAP de Fontenay, une AMAP sur place. Donc, à voir si au total, il n'y a peut-être pas autant de paniers. Ouais, voilà. Au-delà des légumes, il s'agit bien de créer un espace de rencontre, d'amitié et d'expérience partagée. C'est produit par les éditions Libertaires, 136 pages, 13 € que vous pouvez évidemment acheter à la librairie Publico. C'est en ce moment, c'est exposé, c'est en vente. Voilà. En même temps, vous pourrez voir à la librairie Publico notre ami Laurent, notre permanent. Je viens de réveiller Piquet-Cou qui commence à tomber, à dodeliner, du chef. Ouais. Non, je pensais quand tu parlais Publico, comme on avait invité Dimitri Ioannidis il y a une quinzaine de jours des éditions Glénat pour nous parler de la série sur les grands peintres. J'ai vu que chez Glénat, il venait de sortir une série sur Communarde, une BD Communarde. Donc, j'espère que Laurent les a commandés. Ouais, que Laurent, et puis que nous, peut-être, on pourra avoir à recevoir ou l'auteur ou le dessinateur. Je vais leur faire une demande, faire une demande pour vous en parler, parce que c'est quand même sympa qu'ils fassent un truc sur la commune. Sur les femmes, surtout la commune et les femmes. Oui, bon, d'accord, sur les communards. Vous avez tout compris. Je ne vais pas me mettre mal avec la dame, là, parce que sinon, je coupe son micro. La librairie Publico, qui est un espace militant, accessible toute l'année, je le répète, avec des livres, des revues, des DVD, des CD, où il y a aussi des débats, des films, des expos, des concerts, des rencontres avec des auteurs, des activistes venus du monde entier. Excusez-moi, un lieu unique. Un lieu unique de diffusion de la pensée libre, contestataire et anarchiste. Des ouvrages accessibles partout grâce à la diffusion par correspondance, par le net. Voilà. C'est un porte-voix du mouvement d'émancipation que nous devons protéger. Aujourd'hui, la crise des frais de poste en particulier qui augmente, les poches vides des camarades. Bref, la thune manque. Et voilà. Et nous comptons sur vous pour nous aider à continuer le boulot, pour maintenir et développer ce lieu très, très, très important face à l'offensive du capital et de la banque contre les pop. Important face à la montée du racisme et du nationalisme, important face aux ensoutanés de tous les folklores qui pointent leur masque hideux. Nous lançons donc une souscription pour notre librairie. Voilà, vous avez entendu ? Vous pouvez nous aider par voie postale en nous adressant un chèque à l'ordre de Publico à notre adresse. Je répète, 145 rue Amelot, 75 Paris, en espèces ou carte bancaire directement à la librairie sur notre site en achetant autant de fois qu'il vous plaira l'article participation supplément au port. Voilà. Et puis nous avons Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste que vous écoutez en ce moment, qui pareil a fait de la chasse aux thunes, parce que il faut pouvoir maintenir la qualité high-tech de nos installations radiophoniques. Voilà, et pour ça, on a des camarades qui s'en occupent pour la maintenance, qui sont vraiment des flèches, mais ils les fabriquent pas. Voilà, donc on est bien obligé de passer par la casse achat de matos, voilà, et pour ça on a besoin de thunes. Alors vous pouvez aussi retirer à la librairie Publico la carte d'auditeur, 10, 20 euros plus si vous voulez, voilà. Et puis aussi devenir les amis de Radio Libertaire, il y a une association. Et puis vous pouvez aussi nous filer des thunes en plus, si vous voulez. Ça c'est pas de refus, bien sûr. On est des pauvres, on fait tout avec nos petites mains et nos petites têtes, voilà. Et puis aussi, il y a le Monde Libertaire, le mensuel
de la Fédération anarchiste et son petit pote hors série. Tout ça, les livres publicaux, abonnement et tout, parce que vous savez que pour ces publications, l'abonnement, c'est la survie. Voilà. Merci de nous avoir écoutés, Claude, André, Claudine, Christiane, Annick, Caroline, remercier Luc pour ses commentaires quand il en donne, quand il en fait, Patrick Kipper, Claude et William, Adé, Marcel, Jean-Pierre Souffrane et notre stalinien préféré Jean-Claude, Françoise, Christiane, Jean-Pierre Dozzi du Val d'Oise, qui nous envoie des trucs bien marrants parfois. Ah ouais, super. L'émission est à l'écoute, un podcast, durant un mois, ou sur notre blog, Arracaille, pour toujours. Voilà. Le mélange, tous les dimanches, sauf dimanche, il sera pas là, Michel Polizzi, il déménage, voilà, et puis aussi l'émission Ni Dieu ni Maître, le dimanche matin de 10h à 11h, une émission super, top, super. Voilà, il paraît, tu me l'avais dit et Christiane me le confirmait, que celle d'il y a une quinzaine de jours était vraiment très très bien et elle est encore, et qu'on peut la réécouter encore en podcast, celle-ci. Voilà, salut camarades, à la semaine prochaine, si vous le voulez bien. Voilà, merci tout le monde, au revoir, à la semaine prochaine aussi. On termine avec Paco Ibanez, la poesía es un arma cargada de futuro. Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades, amorosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mía las faltas, siento en mí a cuantos sufren y canto respirando. Cante, canto y cantando más allá de mis penas personales. Me ensancho, me ensancho. Quiero daros vida, provocar nuevos actos y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo.